Merci beaucoup au Murex Festival de cette invitation. Je suis Emmanuel Vergès, j'explore les cultures numériques depuis presque 30 ans, en étant d'abord ingénieur, informaticien, et puis découvert les cybercafés dès le milieu des années 90, c'était à la Friche Belle de Mai, en montant un des premiers espaces culture multimédia en France dans ce lieu, une vingtaine d'années, dans le champ des arts et des cultures numériques dans cette région et à l'échelle nationale. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon métier, et il s'écrit avec un slash comme ça, à la fois consultant, slash expert, slash facilitateur, slash formateur, slash auteur aussi. Peut-être un jour, il y aura hashtag pirates et peut-être hashtag podcasteur. Je suis né dans les années 70, et dans ces années 70, il y avait ce grand moment et mouvement des hippies, où d'un coup, dans ces années-là, naît l'espérance de l'écosystème. L'espérance que nous allions possiblement construire un nouveau monde. Et puis, les mondes numériques sont arrivés. Et au lieu de construire l'écosystème, nous sommes devenus l'écosystème. Et depuis que nous sommes l'écosystème, c'est un peu comme si nous avions la tête dans les nuages du cloud, de nos données dans le cloud, tout en ayant les pieds sur le sable des puces en silicium qui constituent nos ordinateurs. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le flou et de temps en temps, on pense qu'on est un peu mal barré. Être l'écosystème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les murs se sont déplacés sur Facebook, que la communication est devenue un langage avec de la photo sur Snapchat, qu'on détermine un code source de la société en 1.0, 2.0, 3.0. Tout à l'heure, à la librairie, j'ai récupéré un bouquin qui s'appelle la Green Revolution 3.0. Que les médias, aujourd'hui, c'est Instagram ou Twitter. Qu'on se fait le monde à coups d'EasyJet ou de Webus. Que la 5G va permettre une augmentation par 1000 des échanges de données et une augmentation exponentielle de la consommation électrique. Être l'écosystème, ça veut dire que chaque matin, on a le fantasme de changer le monde. Un peu, d'ailleurs, comme les hippies dans les années 70. Être l'écosystème, ça veut dire fonctionner en écosystème. Fonctionner en réseau, ça veut dire coopérer. Alors coopérer, comment on fait ça? Comment on passe aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales et mondiales, des bonnes vieilles pyramides des organisations bien hiérarchiques de l'entreprise, des institutions, de l'école ou autres, aux écosystèmes pour générer un code source dans nos sociétés pour passer en 2.0, voire en 3.0. Il y a pas mal de livres à la bibliothèque, à la librairie en bas qui parlent de ces révolutions-là. Je vais vous en proposer 2 pistes. Pablo Servigne, qu'on connaît comme étant un des grands collapsologues, qui a sorti ses bouquins autour de sauver le monde, qui est agronome et prospectiviste, et Anna Tsing, qui est elle anthropologue et qui a sorti un bouquin qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde », racontent tous les deux, dans leur livre, que coopérer, c'est l'inverse de la compétition. Coopérer, c'est d'une certaine manière considérer qu'il y a une autre loi de la jungle, comme Servigne le titre dans son bouquin, qui est celle de l'entraide. C'est-à-dire qui est celle qui fait que, au lieu de penser que l'évolution se fait par destruction, comme le pense Darwin, l'évolution se fait par consolidation des liens entre les uns et les autres. Et ils analysent, et l'un et l'autre, que la compétition naît en fait, se développe dans des milieux d'abondance. Ils analysent même que Darwin pense la loi de l'évolution parce qu'il n'a étudié ces questions d'évolution que dans un milieu tropical extrêmement riche et abondant. Alors que la coopération se développe dans des milieux extrêmement arides, dans des logiques de survie. Et ils vont même un peu plus loin,
Pablo Servigne et Anna Tsing, a considéré que la compétition et la coopération, si elles se basent sur des observations naturelles, ont constitué des modèles culturels éminemment subjectifs pour penser les lois de l'évolution de nos sociétés. Lis juste un petit passage du livre de Pablo Servigne, qui, après avoir expliqué cette différence entre coopération et compétition, entre les approches d'un autre théoricien de l'évolution qui s'appelle Kropotkin, qui était russe, et de Darwin, dit « La communauté scientifique, progressivement acquise à la représentation occidentale compétitive du monde, a oublié Kropotkin et les théories de l'entraide. Sa vision biaisée, à Kropotkin, d'une nature coopérative ne collait pas avec celle de la biologie évolutive moderne, très majoritairement anglophone, imprégnée d'anticommunisme et travaillant de plus en plus sur les gènes et les individus. Et c'est dans ces années-là qu'on développe la théorie du gène de l'égoïsme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette théorie du gène de l'égoïsme. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'on a une approche qui n'est pas du tout une approche rationnelle, même si elle se base sur des observations biologiques, du développement de théories des organisations qui voudraient que l'évolution, la seule approche de l'évolution, soit celle de la loi de la jungle au sens de la compétition. Ça marche, comme le disent nos deux scientifiques, dans des milieux d'abondance, mais quand arrive la restriction, la survie, eh ben, il faut trouver d'autres modalités d'organisation. La lecture de ces deux livres m'a fait poser une question. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans la tête de femmes et d'hommes dans les années 60 ? Des femmes et des hommes qui ont inventé un mode de communication, un réseau, un outil qui s'appelle Internet, qu'on a appelé Internet maintenant, qui était fondamentalement, dans un moment d'abondance, parce qu'on était en plein milieu des 30 Glorieuses, pose le développement d'un outil de communication et d'information sur des principes de coopération, de liberté, libertaire, d'une organisation autre de la société, pour essayer de dépasser des principes qui étaient forts à cette époque-là, dans cette société-là, des principes de patriarcat, de propriété, une société qui était éminemment guerrière. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Et le livre est aussi sur l'étal de la libraire, c'est un livre de Fred Turner qui s'appelle « Aux sources des utopies numériques ». Qu'est-ce qui se passe dans la tête, non pas simplement de scientifiques et d'universitaires, mais aussi de hippies et d'entrepreneurs, entre autres les précurseurs des Steve Jobs et autres tycoons de la Silicon Valley, pour développer un outil qui permettait de diffuser l'information sans entrave, qui permettait d'entreprendre sans entrave, qui permettait de jouir sans entrave, puisqu'on était dans ces années de grande libération et pas simplement de libération sexuelle. Mon hypothèse, c'est que ces gens-là créent un outil pour vivre à l'échelle monde. Ça, c'est la couverture que vous voyez du premier opus, du premier Whole Earth Catalogue, qui était le catalogue, grosso modo, de la redoute de la vente par correspondance pour les communautaristes, les communalistes américains. 200 à 300 000 personnes quittent les villes américaines à la fin des années 60, début des années 70, pour se lancer dans des expériences communautaires, coopératives, un peu partout dans ce territoire-là. Et puis, il y a un entrepreneur qui s'appelle Stewart Brand, qui décide de vendre toute une série d'outils pour permettre à ces gens-là de vivre et de développer des sociétés alternatives. Ce catalogue, Whole Earth Catalogue, la Terre dans son entier, est sous-titré « Access to Tools ». L'idée, c'est que ces gens-là, effectivement, dans un grand moment d'abondance, décident de construire des outils pour appréhender cette échelle que l'on voit là aussi, même année, étonnant, quasiment au même moment, pour appréhender l'échelle monde. Et considérer que le monde, l'échelle monde, devient le substrat, le terreau de notre écosystème humain. Pas simplement de l'écosystème du vivant ou de l'inanimé, mais vraisemblablement, mon hypothèse est que ces gens-là décident de re-questionner avec l'outil Internet les cultures numériques,
ces principes de liberté, de libération et de développement d'une communication à l'échelle du monde, de re-questionner les conditions de notre humanité. Des conditions qui, pour eux, sont fondamentalement coopératives et solidaires. Parce que si nous sommes, nous, humains, aussi des animaux, nous ne sommes pas que des animaux. Nous sommes humanité dans notre capacité à évoluer, Darwin, Kropotkin, lié à un substrat naturel, mais aussi et surtout par notre capacité à penser les échelles, nos échelles d'humanité, qui permettent de définir nos conditions d'évolution. Et nous sommes la première génération, nous sommes les premières générations à vivre réellement à l'échelle monde. Alors d'autres, dans les années 60, avaient pensé ces approches-là. Marshall McLuhan, quand il parle de la galaxie, Gutenberg, John Brunner, on y reviendra, un auteur, Pierre Lévy, dans les années 80 et 90, Teilhard de Chardin, qui pose le concept de la noosphère. Des scientifiques, des auteurs, des penseurs, des essayistes, des prospectivistes qui posent le besoin consubstantiel que l'on a, nous, humanité, à se connecter pour faire société. Et la révolution numérique, cette révolution, qui arrive dans un moment d'abondance, d'une très grande compétitivité et compétition, vient poser un autre projet de société, effectivement, avec des outils qui posent des principes de développement profondément différents. Et nous sommes toujours dans cette période, avec d'autres outils que ceux dans les années 60. Et vraisemblablement, c'est bien pour ça aujourd'hui que nous avons la tête dans les nuages du cloud de nos données, avec les pieds sur le sable, puisque cette révolution numérique, nous continuons à l'appréhender comme étant une révolution technique au sein d'un monde de compétition, alors qu'elle vient poser le substrat d'une autre forme d'organisation de nos sociétés. Et si il y a un grand collapse, comme le prévoit un certain nombre et de plus en plus aujourd'hui de prospectivistes, il me semble absolument nécessaire que nous gardions la connectivité du réseau Internet pour continuer à être une humanité qui vive à l'échelle de la planète. C'est ce qui est décrit sur l'onde de choc de John Brunner. Donc c'est un auteur anglais de science-fiction, un des pères qui a petit à petit donné, un des pionniers qui a petit à petit donné l'école de la cyberculture, des cyberpunks. Sur l'onde de choc, il y a un bouquin assez extraordinaire qui raconte comment un point de la planète, dans un village de la planète, il y a un endroit de connectivité qui met en connexion l'ensemble des humains au travers de cabines téléphoniques. C'est assez drôle et c'est vraiment un très très beau livre. S'il y a un grand collapse, j'espère que nous garderons le réseau Internet pour continuer à faire humanité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je rebondis parce qu'il y a toujours sur l'étal du libraire, Ravage de Barjavel. Je ne sais pas si vous vous rappelez Malville, ce livre Malville, ce film aussi, ce livre Malville. Quand ils sortent de leur abri anti-atomique, où ils essaient de voir s'ils peuvent vivre, ils essaient d'allumer une radio qui reste complètement silencieuse. Et on a un véritable enjeu. Cette révolution numérique a véritablement posé l'enjeu de cette capacité humaine à être en connexion, à communiquer à l'échelle de la planète. Alors, pour revenir sur comment faire pour coopérer, après ce détour par la révolution numérique, je dirais coopérer, c'est un choix. Coopérer, c'est un choix qui nous amène à prendre conscience que, d'abord, nous sommes effectivement différents, nous nous sommes extraits d'un état de nature par notre culture, grande distinction entre nature et culture, mais pour autant, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre sans la nature, sans ce substrat, sans cet écosystème qui nous rappelle que quand nous sommes dans des moments de survie, nous devons coopérer. Si la coopération est naturelle, il y a pas mal d'articles et d'ouvrages qui viennent sur ces choses-là ces temps-ci, elle est aussi profondément culturelle. Alors je vais vous partager avec vous maintenant 2 enjeux pour faire coopération, pour revenir sur cette question initiale que j'ai posée au début de cette présentation. 2 enjeux. Le premier, c'est ce besoin à la fois
de faire des choix pour garantir ce lien consubstantiel entre nature et culture. Le fait qu'effectivement nous ayons toujours un substrat, un terreau, qui permettent de nous amener à développer nos sociétés humaines. Le deuxième enjeu, qui est le constat que coopérer nécessite d'apprendre à coopérer pour développer une autre manière de faire société à cette échelle-monde. Et que coopérer, d'une certaine manière, c'est ni collaborer, c'est travailler ensemble, coopérer, opérer, c'est faire œuvre ensemble. Et que ce n'est pas tout à fait évident, même si on sait travailler les uns avec les autres, de savoir ce que veut dire que faire œuvre les uns avec les autres. Sur le premier enjeu, on a besoin de choisir, il me semble aujourd'hui, entre Ryanair ou EasyJet et d'autres moyens de transport beaucoup plus durables, si on veut se faire le monde. On a besoin de choisir entre Google et Wikipédia, même si l'un et l'autre de ces systèmes-là nous proposent, parce que notre intelligence est dans les périphéries, parce que derrière chacun de nos smartphones ou de nos ordinateurs, nous sommes potentiellement intelligents, que si nous produisons nous-mêmes la connaissance sous Wikipédia et que Google se nourrit de nos informations, nous avons deux dispositifs techniques qui fonctionnent d'une certaine manière, autour des mêmes valeurs, mais qui n'ont fondamentalement pas du tout les mêmes intentions. Nous avons à choisir vraisemblablement aujourd'hui entre une consommation locale et des courgettes bio qui viennent du Pérou l'hiver, entre une ubérisation de la société ou un service public 2.0. On a besoin de choisir l'interdisciplinaire, le multiculturel, la diversité et la permaculture. On a besoin de choisir aujourd'hui la durabilité et la soutenabilité. Quand aujourd'hui je traverse des territoires, quand je travaille avec les équipes de The Camp, quand je bosse en Nouvelle-Calédonie ou quand je travaille avec les sociétaires de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif de la MENNUM, avec le ministère de l'économie, ce n'est plus ces questions qui posent problème. Elles paraissent assez évidentes. Leurs réponses paraissent assez évidentes. Mais le frein qui arrive, c'est que si ces choix, on peut les faire, on les fait quand on a réussi à comprendre comment coopérer. Et ça, c'est le deuxième enjeu, prendre conscience que coopérer, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une fonction. Coopérer aujourd'hui, ça devrait faire partie de nos compétences de base. Vous savez, dans les CV ou dans les appels de poste, quand on a une fiche de poste comme ça, on a l'avant-dernière ligne en général qui est « aime travailler en équipe ». Aujourd'hui, coopérer doit faire partie de nos compétences de base. Et nous allons devoir apprendre dans les années qui viennent à coopérer, parce que coopérer, ce n'est pas l'avant-dernière ligne d'un profil de poste. Coopérer devient une compétence, une capacité clé pour travailler les uns avec les autres. Ce n'est pas qu'on va changer de métier, mais qu'on va rajouter à nos métiers existants, à nos statuts existants, à nos expertises existantes, cette capacité à faire œuvre avec les autres. Coopérer, c'est quoi? Faire œuvre avec les autres, c'est quoi? C'est apprendre à dialoguer de pair à pair. C'est être intelligent collectivement. C'est être agile dans l'incertain. C'est travailler sur nos capacités à faire ensemble plutôt que d'accumuler des compétences. Coopérer, ce n'est plus simplement monter une SCOP ou une coopérative agricole. Coopérer, c'est emprunter à l'éducation populaire une longue histoire de ces mouvements-là, depuis le milieu du XIXe siècle, aux cultures libres, beaucoup plus récentes, des années 60 et 70, les principes d'autres formes
d'organisation de pair à pair. C'est emprunté au 2.0, c'est emprunté à la sociocratie, à l'holacratie, les enjeux de la distribution de l'autorité, c'est penser des organisations libérées comme se pensent des entreprises libérées. Coopérer, ce n'est plus organiser le pouvoir, mais libérer du pouvoir d'agir. Libérer du pouvoir d'agir, un projet des principes, des mythes, des utopies, qui sont au cœur de la révolution numérique, des révolutions numériques et des révolutions de l'Internet depuis plus de 50 ans. Alors rappelons-nous, en 1968, on disait sous les pavés la plage. Aujourd'hui, on pourrait dire sous les puces de silicium, un autre monde existe. Je vous propose, avant d'aller à la plage, goûter les délices du sable sous nos pieds, des questions, des remarques ou des commentaires, pour essayer ensemble de se sortir la tête des nuages du numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ? Il y a une question là aussi, il y a une question là-haut. Ah, il y a une question. Voilà, la salle est sombre. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, j'ai été un peu perdu à un moment donné de votre discours, parce que vous faites l'éloge de la coopération, et à un moment donné, vous avez dit on a besoin de choisir. Donc, le besoin de choisir, si je comprends bien, c'est un compromis. Mais si vous dites qu'il faut forcément de la coopération, donc on n'a plus besoin de choisir, vu que coopérer, ce n'est pas faire un compromis, c'est plutôt être dans une entente. Donc, j'ai été un peu perdu, en fait, je ne comprends plus. Pour coopérer, il faut commencer par choisir effectivement de considérer, de mon point de vue, qu'il n'y a plus de distinction entre les problématiques de nature et de culture. On a beaucoup opposé, entre autres en Occident, et on a imposé un modèle qui voudrait que la culture nous ait sortis de notre état de nature. Et qu'aujourd'hui, les problématiques environnementales montrent, d'une certaine manière, de mon point de vue, que surtout aujourd'hui, nous avons besoin de se refaire une culture de la nature qui ne soit pas une opposition entre notre humanité et un état de nature, mais cette capacité à vivre en pleine entente avec la nature, ce que disent un peu Anna Tsing ou Pablo Servigne et plein d'autres aujourd'hui. Et donc, coopérer, le premier élément qui nous amène à coopérer, c'est effectivement de considérer que nous faisons partie d'un écosystème humain et naturel. Donc aujourd'hui, lié à l'utilisation des outils numériques, il y a une exploitation extrêmement importante, entre autres de ressources électriques, mais plein de ressources. On a besoin de faire un choix pour penser une société qui soit véritablement durable et soutenable. Entre autres, et au-delà de ça, dans une approche planétaire des échanges et de l'écologie et de l'environnement planétaire. C'est-à-dire de considérer que la révolution numérique, ce n'est pas la révolution du gratuit et du sans contact. Vous savez, ce grand principe du sans contact, ou d'une intelligence artificielle qui serait propre et sans incidence. Le numérique a des incidences très fortes. Donc, si on veut à un moment donné se mettre à coopérer, on a besoin de refaire d'abord ce lien, et puis après d'apprendre à coopérer. Et que là-dedans, le choix, de mon point de vue, ce n'est pas un compromis, c'est un consentement plutôt. C'est consentir aujourd'hui que si effectivement on continue à prendre des avions, on continue à imaginer qu'on va augmenter par 1000, 10 000 le poids des données qu'on fait transiter, on a une incidence certaine sur notre environnement, qu'on a des choix à faire par rapport à ça. On ne peut plus considérer qu'on n'a pas de choix à faire par rapport à ça. Et donc effectivement, on a besoin de prendre des chemins et des voies dans ces enjeux-là. Est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? Ça va un peu mieux? Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? On est dans les temps. À vous de votre... Un tout petit peu en avance. Je te remercie pour ton Merci beaucoup intervention. à vous. Merci beaucoup à vous de votre...